Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante départementale de la majorité présidentielle dans le Rhône. Alors aujourd'hui, 8 mars, journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de faire le bilan d'Emmanuel Macron sur ces sujets. Si on a entendu les associations féministes hier et ce matin, c'est un bilan plutôt positif sur le plan législatif, mais qui pointe des déficits de moyens, peu de moyens supplémentaires engagés pendant ce mandat, notamment un grand déficit de places d'hébergement pour les victimes de violences conjugales, un déficit sur la prévention. Anne Hidalgo, ce matin, propose 1 milliard d'euros sur les violences faites aux femmes, en prenant modèle sur l'Espagne. Est-ce que ce serait un bon exemple ? Moi, je vais déjà vous parler du bilan. Vous dites déficit de moyens, effectivement, on partait de très loin. Vous parlez de places d'hébergement de victimes de violences. On a augmenté de 60%. Ce n'est pas une petite augmentation, le nombre de places. Est-ce que c'est suffisant ? Absolument pas. Je suis d'accord avec 5 000, il y en a 7 800 aujourd'hui. Le besoin serait autour de 20 000 places. Oui, mais ce n'est pas suffisant, c'est ce que je vous dis. Après, on ne peut pas rattraper non plus en 5 ans des décennies de retard. On peut faire de la surenchère comme le fait Madame Hidalgo en promettant des milliards et des milliards. Ce qui compte, ce sont les faits. Aujourd'hui, les victimes de violences ont un certain nombre de dispositifs à leur disposition. 90 000 policiers ont été formés pour mieux accueillir les victimes. On sait qu'on a beaucoup entendu que souvent les victimes n'étaient pas forcément bien accueillies dans les commissariats. Ce sont des choses qui sont en train de changer et cela a été intégré à la formation des policiers. Il y a aussi des bracelets anti-rapprochement du conjoint violent, parce que souvent il y a des tentatives de récidive. Il y a aussi ce qu'on a appelé les téléphones grave danger qui sont donnés aux victimes pour qu'elles puissent avoir un contact direct avec la police. On a mis aussi en place un certain nombre d'expérimentations pour que les plaintes puissent être déposées directement à l'hôpital et pas au commissariat. On autorise aussi les victimes à venir avec leur avocat dès le dépôt de plainte. Il y a déjà de grandes avancées législatives qui ont été faites. Est-ce que ça suffit ? Non. Est-ce que les violences existent encore ? Tout à fait. Est-ce qu'il faut continuer à les combattre ? Bien évidemment. Un mot quand même sur la question des moyens. Oui. Le budget du secrétariat à l'égalité des chances, c'est le plus petit du gouvernement. Aujourd'hui, 41 millions d'euros. Quand on regarde en Espagne, ils sont à 748 millions d'euros. L'Espagne qui fait figure d'exemple aujourd'hui en Europe sur ces sujets. Mais parce que là, par exemple, les dispositifs dont je vous parle, ils ne dépendent pas forcément du budget de ce secrétariat d'État. Quand je vous parle de la formation des policiers, c'est le budget du ministère de l'Intérieur. C'est 50% de la population, les femmes. Et à partir de là, c'est une problématique, la violence contre les femmes, qui est transversale. Tous les ministères doivent s'en emparer. Ça commence par le ministère de l'Éducation, pour aussi lutter contre les stéréotypes de genre, et puis aussi éduquer les petits garçons aux victimes dont sont violences les femmes, pour qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes des hommes violents. C'est effectivement le travail qui est mené par le ministère de l'Intérieur, et ça, ce sont de gros budgets. Il y a aussi le ministère de la Santé, qui a un gros budget consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, et aussi aux droits des femmes, avec notamment la contraception, qui est gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. Il y a aussi la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, qui a été reconnue comme une affection longue durée, qui a été mise en place. C'est un coût aussi pour la société, mais que nous prenons bien volontiers. C'est un choix politique. Ou encore un certain nombre de mesures, la gratuité des protections périodiques dans les universités. Là encore, ce sont des budgets qui ne sont pas forcément les budgets de ce secrétariat d'État, mais qui aident de l'argent public déployé pour lutter contre les discriminations de genre. Et je peux aussi vous citer l'allongement du congé parental, qui n'est pas une petite mesure, ou aussi la caisse d'allocation familiale qui aujourd'hui prend en charge les pensions alimentaires qui ne sont pas versées par les conjoints en cas de divorce. Et ce n'est qu'une partie infime de toutes les mesures qui ont été prises dans ce quinquennat, où je vous rappelle que la grande cause du quinquennat était justement les droits des femmes. Et le président de la République, désormais candidat, a annoncé que si les Français lui faisaient à nouveau confiance, ce serait à nouveau cette grande cause-là qui serait la cause du prochain quinquennat, car bien évidemment que 5 ans ne suffisent pas. Vous avez dit un mot de la prévention en milieu scolaire. Un des regrets des associations, c'est qu'il n'y a pas de programme qui ait remplacé les fameuses ABCD de l'égalité qu'avait voulu Najat Vallaud-Belkacem en 2013. Pas de programme qui ont été mis en place depuis. Parce que là encore, je pense qu'on peut tout à fait sectoriser les choses, ou on peut considérer que le problème est plus global et plus transversal, et que finalement la question d'éducation à la lutte contre les discriminations et à la lutte contre les stéréotypes est un problème de société globale. Et là, le travail il se fait avec les enseignants pour qu'ils puissent tout au long de l'année travailler avec les élèves pour transformer les mentalités, et pas justement y consacrer juste quelques heures sur un dispositif spécifique.
Alors Emmanuel Macron est entré en campagne hier à Poissy, devant 300 citoyens. Est-ce que vous commencez à avoir une idée des idées que vous allez devoir défendre pendant la campagne, ou elles ne sont pas tout à fait descendues du palais de l'Élysée? Alors, déjà, l'Élysée, c'est la résidence du président de la République. Moi, je suis en campagne pour un candidat qui a effectivement un bilan, un bilan, on parlait contre les violences faites aux femmes, mais on a un bilan dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui viennent à l'appui des échanges qu'on peut avoir avec nos concitoyens. Ça, c'est pour le bilan, mais maintenant sur les propositions... Mais bon, il y en a qui peuvent promettre des milliards, mais qui, aujourd'hui, n'ont pas grand-chose à leur actif. Donc déjà, c'est pas négligeable. Et je peux vous dire que quand on parle avec les gens sur les marchés, ils nous parlent de ce qui a été fait, bien évidemment, et pas des déclarations. Ensuite, concernant le programme, ça fait plusieurs mois que la majorité présidentielle est au travail, dans le cadre d'ateliers thématiques, parce que nous avons une démarche horizontale. Ça a été la démarche de la création de la République En Marche et d'Emmanuel Macron. Dans le Rhône, nous avons travaillé un certain nombre de mesures qui sont remontées à la majorité présidentielle au niveau national. Certaines mesures ont été retenues, pas d'autres. Et maintenant, il y a un corpus de mesures travaillées par des experts qui sont remises en candidat. Et il a déjà annoncé hier 4 grands axes de son programme. Et nous allons, avec lui, nous avons eu notre première réunion de travail hier avec lui. Nous allons affiner ce programme pour le présenter aux Français dans les semaines qui viennent. Vous avez eu une réflexion horizontale sur les propositions, mais c'est Emmanuel Macron qui fera ses arbitrages. Mais c'est le candidat. Ça descendra de manière C'est le verticale. candidat, et on l'a vu ces 5 dernières années, en cas de crise grave, il est parfois, et c'est notre République qui veut les choses ainsi, il doit parfois prendre des décisions, pas seul, mais entouré d'un groupe restreint. Et c'est normal que les Français et les Françaises fassent aussi leur choix en fonction de la personnalité. C'est comme ça sont faites nos institutions, de la personnalité du candidat, pour sa capacité à avoir une vision pour le pays, à avoir une vision en cas de crise et est capable de prendre les décisions rapidement. Moi, je préfère avoir un candidat qui nous fait travailler, mais qui a aussi une capacité de trancher, plutôt qu'un candidat qui n'aurait aucune vision pour le pays, à part sa propre ambition. Et c'est pas un peu inconfortable pour une référente départementale de faire campagne sans savoir quel sera le projet réellement? Mais si, parce que moi j'ai la philosophie générale du candidat, je me suis engagée derrière lui parce que j'étais en accord avec cette philosophie. Et aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises s'appuient sur cette philosophie générale, qui est à la fois de libérer les énergies, libérer les capacités d'initiative de nos concitoyens et permettre à chacun de prendre en main son destin, de sortir des cases dans lesquelles on est bien souvent malheureusement enfermé, mais aussi de protéger chacun et chacune dans les moments de sa vie où l'État doit prendre en charge la protection de nos concitoyens, comme nous l'avons vu lors de cette crise, comme nous le voyons lorsque l'on parle des violences faites aux femmes. Et pour moi, c'est un véritable équilibre, et c'est ce qui guide toute notre action et toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à maintenant et celles que nous allons proposer aux Français. On se souvient que vous venez du Parti Socialiste, vous êtes à l'aise avec l'ouverture de plus en plus à droite du macronisme? Et oui, je suis aussi très à l'aise avec, encore une fois, désolée de parler du bilan, mais le fait qu'aujourd'hui, les soins dentaires, optiques et auditifs soient remboursés à 100%, que la PMA soit ouverte à toutes les femmes, que l'allocation handicapée et le minimum vieillesse soient augmentés et très largement, que le pouvoir d'achat des Français augmente avec la suppression de la taxe d'habitation, et toute une série de mesures que le Parti socialiste n'a jamais prises et que Emmanuel Macron et sa majorité ont prises ces 5 dernières années. Alors, dans les premières propositions qu'on a commencé à entendre hier, on a eu beaucoup de choses sur la question du pouvoir d'achat. Une première proposition un peu choc, reprise à l'extrême droite, c'est la suppression de la redevance télévisée. C'est une redevance qui assure l'indépendance du service public. Est-ce que c'est une mesure que vous approuvez? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a une réforme fiscale effectivement engagée. Aujourd'hui, la redevance télé, en fait, s'appuie sur un dispositif un peu obsolète. En gros, on paye la redevance si on a un poste de télé chez soi. On sait qu'aujourd'hui, la télévision peut être regardée sur des ordinateurs, donc il y a une certaine hypocrisie à maintenir la redevance telle qu'elle existe aujourd'hui. En revanche, vous avez soulevé un sujet important, c'est effectivement le financement de l'audiovisuel public, la télé et la radio. Donc si cette redevance venait à être supprimée ou réformée, il faudrait effectivement assurer le financement de l'audiovisuel public et son indépendance auquel nous sommes attachés. Donc ça fait partie des sujets qu'il va falloir traiter, à la fois sur l'aspect fiscal, mais aussi sur les questions de financement et de liberté de la presse. Donc vous préférez garder une taxe dédiée? Pas forcément. Ça fait partie de la réflexion. Aujourd'hui, tout n'est pas tranché. Et c'est aussi un sujet qui va, à mon avis, émerger dans la campagne, puisque certains médias commencent à traiter, certains candidats commencent à en parler. Et ça fait partie des sujets dont on va devoir parler, notamment lorsqu'on voit ce qui se passe en Russie. Lorsque les médias ne sont pas indépendants, je pense que c'est l'honneur de la France de contribuer à cette indépendance. Alors, on pourra pas dire un mot de la Russie, mais avant, rester sur la question du pouvoir d'achat.
la guerre en Ukraine a des conséquences, notamment sur les questions du prix de l'énergie. On a vu les premières promesses qui sont au moins celles de la campagne, avec des EDF qui est obligé de vendre à prix cassé, enfin à perte, son énergie à ses concurrents pour maintenir des prix bas au moins cette première année. Vous avez ressorti le quoi qu'il en coûte? Oui et non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la France s'engage de façon ferme pour condamner effectivement l'agression de la Russie en Ukraine, on sait qu'il y a un certain nombre de conséquences à cette dénonciation et à cet engagement de la France. Et puis, pas uniquement de la France. Hein. Emmanuel Macron a agi aussi au niveau européen et auprès d'un certain nombre d'instances internationales. On sait qu'il y aura des conséquences. On sait, comme je vous le disais, que c'est aussi à l'État, ce qu'on a appelé longtemps l'État-providence, qui aujourd'hui, ce nom est peut-être dévoyé, mais en tout cas à l'État, de faire en sorte que les conséquences soient réduites pour nos concitoyens les plus précaires. En revanche, c'est notre honneur, encore une fois, de condamner l'agression de Vladimir Poutine. Je ne vais pas dire quoi qu'il en coûte, mais en sachant qu'il y aura des conséquences et en les assumant, parce qu'on ne peut pas laisser sur le territoire européen une guerre complètement injuste et basée sur une désinformation et une volonté d'expansion de la part de la Russie avoir lieu sans réagir lorsqu'on clame haut et fort depuis tant de temps qu'on est le pays des droits de l'homme. Dernière question sur la Russie. On voit que le débat chez les alliés aujourd'hui, c'est quelle aide peut être apportée aux Ukrainiens. La France n'a pas voulu dire quel type d'armements ont été envoyés en Ukraine. Il y a un débat aux États-Unis pour savoir s'il faut fournir des avions de chasse à l'armée ukrainienne, mais Vladimir Poutine dit que c'est une ligne rouge, en gros, que ça nous entraînerait dans le conflit. Est-ce qu'il faut laisser Vladimir Poutine indéfiniment définir les règles du jeu ? Je pense que si on laissait vraiment indéfiniment Vladimir Poutine définir les règles du jeu, les 15 derniers jours auraient été beaucoup plus calmes pour la plupart des dirigeants de ce monde. Après, sur la question des avions, moi, je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Par contre, je trouve normal qu'on n'annonce pas dans les médias quelles armes on fournit aux Ukrainiens. Je pense que Vladimir Poutine n'a pas besoin d'avoir ce type d'informations. Nous sommes quand même dans une situation de guerre. Et moi, encore une fois, quand je vous dis qu'on doit choisir des dirigeants en qui on a confiance, je fais confiance en nos dirigeants pour prendre ce genre de décision. Et moi, à mon échelle, je ne suis pas qualifiée pour savoir s'il faut envoyer tel ou tel type d'armes ou tel type d'avion. Concernant cette ligne rouge, aujourd'hui, là encore, je pense que la décision ne sera pas prise de manière unilatérale par un pays, mais c'est la communauté internationale qui doit se concerter pour prendre cette décision et savoir si effectivement on passe un cap dans l'affrontement avec la Russie. Un dernier mot sur les élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. On sait que vous êtes candidate à la candidature pour la majorité présidentielle, pas encore tout à fait. Je ne suis pas candidate à la candidature pour le moment parce que je suis déjà bien occupée par l'élection présidentielle. Donc vous intéressez, on va dire, à la 3e circonscription. Je suis la suppléante du député sortant, effectivement. De Jean-Louis Touraine qui ne se représente pas. On parle aussi de Fouzia Bouzerda du MoDem dans cette circonscription. Comment va être arbitré ce duel ? Il sera arbitré, alors comment, je ne sais pas, mais quand, ça sera après le second tour de l'élection présidentielle, parce que Fouzia Bouzerda, qui est effectivement présidente du MoDem du Rhône, est également engagée sur la campagne présidentielle. Et à ce jour, et je trouve que c'est très bien comme ça, l'ensemble des membres de la majorité présidentielle considèrent que la priorité absolue, c'est la réélection du président Macron. Sarah Payon, je vous remercie et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.